Le gouvernement d'union libyen GNA a dénoncé dimanche dans un communiqué l'annonce cette semaine à Tripoli de la formation d'une coalition de groupes armés baptisés Garde nationale, y voyant une tentative de créer un organe de sécurité parallèle. Plus de détails dans ce commentaire. 10 groupes armés notamment de la ville libéenne de Misrata à l'ouest du pays sont arrivés cette semaine à Tripoli où ils ont annoncé la création d'une force armée indépendante, suscitant l'inquiétude des autorités locales et de Washington. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la capitale libéenne est sous la coupe de dizaines de milices dont les allégeances et les zones de contrôle sont mouvantes. Une source proche du gouvernement d'union, le GNA, basé à Tripoli, appuyé par l'ONU et les pays occidentaux, a précisé samedi que la plupart des groupes armés arrivés dans la capitale faisaient partie des forces qui ont chassé l'an dernier le groupe Daesh de Sirte. Ils se sentent maintenant marginalisés et sont à la recherche d'un appui, a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat, précisant que des réunions étaient en cours samedi avec leurs commandants pour tenter de trouver une solution. Les États-Unis ont remarqué vendredi avec inquiétude l'entrée à Tripoli de nombreux véhicules armés d'une organisation prétendant être la garde nationale libéenne. Ce déploiement risque de déstabiliser davantage la sécurité déjà fragile à Tripoli, a ajouté le département d'État dans un communiqué appelant à la construction d'une force militaire nationale unifiée sous commandement civique capable de fournir la sécurité à tous les Libyens et de lutter contre les groupes terroristes. Des groupes armés, notamment de la ville libyenne de Misrata à l'ouest, sont arrivés cette semaine à Tripoli où ils ont annoncé la création d'une force armée indépendante, suscitant l'inquiétude des autorités locales et internationales. De quelle force nous avons avec nous actuellement Dr Moustapha Tamem, professeur de sciences politiques et analyste politique. Bonjour Dr Moustapha Tamem. Bonjour. Bonjour. De quelle force ces groupes armés arrivés dans la capitale libyenne faisaient-elles partie et quelle est la situation actuelle sur le terrain en Libye? Certainement, à présent, la situation jusqu'à maintenant est très fragile. Il y a beaucoup de troubles encore en Libye. On n'a pas un gouvernement qui est stable. L'armée aussi n'est pas si fort pour épouser un contrôle sur le pays. De l'autre côté, on a ce qui est très très important et très dangereux aussi au moment, qu'on a beaucoup des organisations terroristes qui habitent à la Libye. Et ces organisations terroristes constituent un danger, pas seulement pour la Libye, parce que nous avons des frontières en Égypte avec la Libye et tous ces organisations terroristes vont échapper de ces frontières. On peut venir dans notre pays ici et causer beaucoup de troubles et des assassinations, comme vous savez. Alors, aussi, on pourrait épouser beaucoup d'actes terroristes ici en Égypte. Alors, c'est très, très important. Moi, je pense que la priorité, c'est qu'on doit être débrouillé de ces organisations terroristes qui habitent à la Libye, parce qu'on constitue un danger, pas seulement pour la Libye, mais pour la région en complet. Docteur Moustapha Tamem, professeur de sciences politiques, nous vous remercions infiniment pour cette explication de la situation en Libye. Et nous continuons notre programme avec un commentaire. Le président José Eduardo dos Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a confirmé vendredi 3 février la fin de son règne sans partage de 37 ans sur l'Angola, en annonçant qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat aux élections générales d'août. Plus de détails dans ce commentaire. Âgé de 74 ans, Zedou, ainsi que le surnomment les Angolais de la rue, a confirmé sa prochaine retraite alors que le pays bruise de rumeurs sur sa maladie. Conformément au scénario qui avait filtré en décembre 2016, c'est un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, qui a été choisi pour lui succéder. En 2016, M. Dos Santos avait une première fois évoqué publiquement sa retraite en affirmant qu'il quitterait le pouvoir en 2018. Et en décembre, des sources internes au parti avaient révélé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Mais cette information n'avait pas été confirmé officiellement, ouvrant la porte à toutes les rumeurs. M. Dos Santos a longtemps été soupçonné de vouloir promouvoir l'un de ses enfants,
pour perpétuer son règne sur le pays. Mais face à la réticence des cadres du MPLA, il a confirmé vendredi qu'il céderait la place à João Lourenço, actuel ministre de la Défense et vice-président du parti qui jouit d'une réputation de modéré. Ce général à la retraite devrait lui succéder à la tête de l'Angola si, selon toute vraisemblance, le parti au pouvoir l'emporte en août. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que le poste du chef de l'État revient au numéro 1 du parti qui remporte les législatives. Selon les analystes, M. Lourenço a clairement été choisi car il convient à la vieille garde du MPLA et ne piétinera pas l'héritage de Dos Santos. Le MPLA est arrivé au pouvoir en 1975 lorsque l'Angola a acquis son indépendance du Portugal. M. Dos Santos a pris les rênes du pays 4 ans plus tard, après la mort du chef historique du parti, Agostinho Neto. Pendant son règne, Zedo a imposé son autorité sur l'ensemble du pays, de la justice à l'économie, tout en muselant l'opposition par une répression policière brutale. S'il a sorti le pays de la guerre civile qui a duré de 1975 à 2002, M. Dos Santos laisse à son successeur un pays plongé dans une pauvreté extrême et englué dans une crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole, dont il est, avec le Nigeria, le premier producteur africain. L'Union européenne a annoncé jeudi une aide de 225 millions d'euros à la Gambie en besoin de secours immédiats, pour reprendre les mots du président Adama Barrow. Selon lui, la Gambie ne dispose que de 2 mois de réserve de change, précisant que la plupart des entreprises publiques sont criblées de dettes et fonctionnent en dessous de leur capacité, y compris dans le secteur de l'énergie. Un accord sur une série de contrats d'aide a ainsi été signé entre le commissaire européen de la coopération internationale et au développement, Nevin Mimica, et le président de la Gambie, qui a également obtenu une prolongation de 3 mois du mandat des troupes ouest-africaines. Après 5 ans de crise, patrons et analystes de l'industrie minière africaine se retrouvent aujourd'hui au Cap pour leur grand rout annuel, révigoré par la remontée longtemps attendue des prix des matières premières. Depuis quelques mois, les cours du fer, du cuivre ou de l'étain sont nettement repartis à la hausse et ont redonné le moral à tout un secteur jusque-là en panne d'investissement. Les prix d'un certain nombre de matières premières ont redoublé depuis 1 an. C'est ce qu'a déclaré un analyste, ajoutant que cette conférence devrait être la plus importante de ces dernières années. Il est nécessaire d'accélérer la production de soja au Togo, la demande ayant atteint 312 millions de tonnes en 2016 contre 17 millions de tonnes auparavant. Des méthodes scientifiques sont maintenant considérées pour aider à stimuler la croissance afin de répondre à la demande croissante. Diversifier l'économie en s'appuyant sur le secteur porteur, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement togolais. Depuis quelques années, la filière soja a le vent en poupe dans plusieurs localités. Selon un agriculteur, le soja est une lumineuse qui nourrit la terre et l'homme, est également utile pour l'écosystème. L'importance est en outre accordée à une production essentiellement biologique. Autre secteur niche, la transformation artisanale et industrielle du soja, avec l'apparition de produits dérivés comme le gari ou encore le lait. Le Togo protège donc son marché afin d'éviter une concurrence vers le bas. Le Zimbabwe était connu pour être le grenier de l'Afrique, mais importe maintenant la plupart de ses produits alimentaires. Récemment, le gouvernement a mis en place une taxe sur la valeur ajoutée de 15% sur les aliments de base qui est entrée en vigueur mercredi. Plusieurs organisations caricatives ont critiqué cette semaine la manière par laquelle la pop star Madonna dit vouloir venir en aide aux orphelins de Malawi en Afrique australe. Mardi, Madonna a reçu l'autorisation d'adopter 2 jumelles dont la mère est décédée après leur naissance, leur père ayant quitté le foyer pour se remarier et leur grand-mère n'ayant pas assez de place pour les garder chez elle. Esther et Stella, les fillettes âgées de 4 ans, ont été placées dans un orphelinat. La justice, quant à elle, estime que la star de 58 ans pourra donner à ses enfants un domicile luxueux et confortable dans un quartier aisé aux États-Unis. Sur son compte Instagram, la chanteuse a confirmé l'autorisation d'adoption. Elle s'était en effet rendue elle-même au Malawi avant d'assister au délibéré de la décision
au tribunal. Imagination, mixture, mélange de tissus, couleurs et design lors du défilé de la 5e édition de la SAMW, Semaine de l'homme d'Afrique du Sud, qui a eu lieu 2 fois par an et s'inspire de la Semaine de la mode masculine de Londres. L'événement a eu lieu au Palm à Woodstock, au Cap, un espace aérien que les organisateurs ont déclaré être élégant, mais assez simple pour ne pas rivaliser avec l'esprit de la SAMW, qui vise à prendre la mode masculine plus au sérieux. Les conservateurs de la Semaine de la mode masculine sud-africaine affirment que c'est la seule plateforme autonome de l'Afrique consacrée au développement et à la promotion de la mode masculine sur le continent. Cette année, ils ont voulu que l'événement donne aux concepteurs et à leurs vêtements l'exposition adéquate, tout en établissant de nouvelles normes pour la mode masculine à travers le monde. Et passons à la presse africaine, d'où nous avons tiré une nouvelle du quotidien Les Échos. L'Afrique subsaharienne francophone demeure championne de la croissance africaine. Avec une croissance de 3,7% en 2016, l'Afrique subsaharienne francophone continue à afficher les meilleures performances du continent. Cette situation favorable pourrait toutefois être à l'origine d'un accroissement de la pression migratoire en provenance du reste du continent. Pour la 3e année consécutive et pour la 4e fois en 5 ans, l'Afrique subsaharienne francophone a réalisé les meilleures performances économiques du continent selon les données fournies par le rapport Perspective économique mondiale publié en janvier par la Banque mondiale. Et passons au quotidien Le Monde, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Les manchots d'Afrique australe victimes d'un piège écologique. Faute de comprendre les transformations des océans par la surpêche et le changement climatique, les animaux jeunes choisissent des habitats qui ne suffisent plus à les nourrir. C'est une étude qui présente 2 conclusions majeures. D'abord, pour tous ceux qui ne le savent pas, qu'il existe des manchots en Afrique. Ensuite, pour les autres qui sont gravement menacés par le changement climatique et la surpêche. Et passons à la Radio France Internationale RFI, d'où nous avons tiré cet article. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ce vendredi a eu lieu le coup d'envoi de la 4e édition du festival Amani. Son nom signifie paix en Swahili. Ce festival de musique et de danse a pour slogan « Jouer pour le changement et chanter pour la paix ». Il veut promouvoir la paix et la réconciliation et tenter de donner une autre image de la région. Pendant 3 jours, quelques 36 000 festivaliers sont attendus. Eric Delamotte, son fondateur et promoteur, présente cet événement atypique qui a commencé par un deuil après la mort d'un bénévole tué la nuit dernière. Et des observateurs de requins en Afrique du Sud utilisent la technologie des drones pour suivre l'activité des requins le long de la fameuse côte False Bay Coastline qui abrite de nombreux grands requins blancs de la planète. Le repérage des requins aide à recueillir des données importantes sur le comportement de l'espèce et à maintenir les baigneurs et les surfeurs à l'abri du prédateur. Durant les mois chauds de l'été, le littoral du Cap est un site populaire pour les surfeurs et les baigneurs. C'est également l'un des principaux habitats du grand requin blanc. Les autres sites fréquentés par le spécimen étant l'Australie, le Canada et la côte est des États-Unis. Ici, sur la côte False Bay du Cap, une organisation appelée Shark Spotters utilise des drones pour surveiller le mouvement des requins, pour garder les gens en sécurité et aussi pour étudier le comportement de l'animal.
En 2015, il y a eu 98 attaques de requins à travers le monde, dont 6 décès, selon des chercheurs de l'Université de Floride. Nous incorporons maintenant la technologie drone dans notre repérage. Nous les utilisons pour améliorer notre capacité à identifier les requins et à identifier les requins potentiellement dangereux. Alors, quand la personne chargée du repérage sur la falaise voit un requin ou quelque chose qu'il croit être un requin, on peut envoyer le drone, l'envoyer dehors pour aller confirmer de quelle espèce de requin il s'agit et de confirmer si c'est quelque chose qui représente une menace potentielle aux baigneurs et ensuite aussi surveiller le mouvement de requin et voir ce qu'il fait. Son comportement dans la zone, c'est ce qu'a expliqué la chef de projet de Shark Spotters. Les opérateurs de drones travaillent en binôme avec des observateurs de requins qui sont installés en hauteur sur des falaises surplombant l'océan et l'utilisant des jumelles pour surveiller l'eau toute la journée. S'il y a une menace, des sirènes d'avertissement sonnent et des drapeaux vont être mis en place pour indiquer aux baigneurs et aux surfeurs qu'ils devraient sortir de l'eau immédiatement. Une fois que le requin sur l'iPad, il commence à enregistrer et à suivre le requin aussi longtemps que possible. La période de l'été signifie que les plages sont remplies de gens venus de partout du monde. Ils sont appelés à prendre conscience des dangers posés par les requins et à faire attention aux avertissements. Les touristes se sentent en confiance. Personnellement, avec l'alarme qui se déclenche, c'est la sécurité numéro 1. Avoir l'alarme donne un peu de confort de savoir qu'il y a une communication qui est possible. Le Cap a connu diverses attaques de requins et plusieurs mesures d'alerte ont déjà été mises en place. La technologie devrait réduire le risque encore davantage. Et maintenant, laissons les requins et voyons ensemble un bon plat sénégalais.
J'espère que cette chanson africaine vous a plu et nous parvenons au terme de cette édition d'Autour du monde concernant l'Afrique. Et rendez-vous la semaine prochaine. Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et bonne journée.